Aujourd'hui, dans Parlons Finance Islamique, je reçois Karim Chouchan, un expert chevronné de la finance islamique. En termes d'exposition, on parle d'un sujet avec une exposition et une envergure internationale. Ancien directeur dans de grandes banques internationales, consultant pour des institutions de renom et des startups innovantes, Karim Chouchan maîtrise comme personne les rouages, les enjeux et les mystères du monde méconnu des banques islamiques. La France a pu traiter le sujet de façon pragmatique parce qu'elle a attaqué le premier sujet bloquant pour la finance islamique, qui est la fiscalité. Grâce à son expertise, nous plongerons dans cet univers fascinant pour décrypter le fonctionnement unique de ces banques. Où sont-elles implantées? Comment opèrent-elles? Quels services offrent-elles? Bonjour, je suis Yanis Mahmoud et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast de la finance islamique. Dans l'épisode précédent, avec Aizdin Ramallah, nous avons pu évoquer un certain nombre de sujets autour de la finance islamique et poser quelle était l'éthique de cette finance, quelles sont ses sources et quels sont ses objectifs. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet et chercher à comprendre concrètement comment fonctionnent les banques islamiques. Pour répondre à toutes nos questions, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Monsieur Karim Chouchan. Karim, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci Yanis. Karim, tu as pu travailler sur un certain nombre de sujets, à la fois dans des institutions financières de grande envergure et à la fois dans des projets plus start-up. Tu as pu être consultant sur ces différents projets. Tu as commencé ta carrière au sein de la Société Générale et à la BNP Paribas sur les fenêtres islamiques en tant que directeur pour ses filiales à l'international. Est-ce que tu pourrais te présenter puis nous parler de tes différents projets, s'il te plaît ? Merci Yanis, c'est déjà une très belle présentation. Donc effectivement, j'ai à peu près une vingtaine d'années d'expérience avec 3 ans dans un domaine proche de la finance islamique. C'était un démarrage au marketing décisionnel et ça fait à peu près 18 ans que je suis dans le domaine de la finance islamique. Donc j'ai démarré ma carrière avec la Société Générale en tant que responsable finance islamique à l'international. Même expérience avec BNP Paribas pour l'activité finance islamique du groupe BNP Paribas à l'international, toujours dans les activités de banque de détail. Donc je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de banques de détail, je ne suis pas un expert de la banque d'investissement, et quand je parle de la banque de détail, c'est de la banque des particuliers et des entreprises, ce n'est pas que les particuliers. J'ai aussi fait du développement avec la Banque islamique de développement. Et dans le cadre de cette expérience, j'ai eu la chance de pouvoir supporter des banques islamiques un peu partout dans le monde, en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Et ça m'a permis aussi, cette expérience-là, de se rendre compte que la finance islamique, c'est toujours un marché de niche, mais en termes d'exposition, on parle d'un sujet avec une exposition et une envergure internationale. Donc il y a des banques islamiques en Amérique latine. Il y a des banques islamiques en Amérique latine, effectivement. Donc actuellement, il y a une seule banque islamique dans un pays qui s'appelle Suriname. Il y a aussi des projets en cours dans un pays voisin qui est la Guyane. C'est la Guyane anglaise, pas la Guyane française. C'était un peu, je dirais, ma 3e expérience au sein d'institutions financières, de grandes institutions financières. Et après, je voulais faire un peu de l'aventure, faire de l'expérience en fintech. J'ai travaillé avec une fintech britannique qui propose une plateforme de négociation de trésorerie entre les banques islamiques. Et j'ai fait de façon intermittente beaucoup de conseils, notamment avec un cabinet malaisien qui s'appelle Amani Advisors, dont j'étais le responsable pour l'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, quelles sont tes activités principales ? Actuellement, je fais des conseils, toujours, dans des domaines liés au développement produit islamique, mais aussi de systèmes d'information et de fintech. Donc tu nous as parlé un petit peu des banques islamiques. Alors tu nous as dit qu'il y en avait en Amérique latine, au Suriname. Tu nous as dit qu'il y en avait en Afrique. Quels sont les principaux pôles de la finance islamique et les principaux pôles bancaires ? Est-ce qu'il y en a en Europe et est-ce qu'il y en a en France ? Fondamentalement, les pays historiques qui sont un peu les centres, les hubs de finance islamique au niveau mondial. Donc on va parler de façon classique la Malaisie, les Moyen-Orient, spécifiquement les Émirats. La Bahreïn a essayé de se positionner aussi en
en tant que hub de la finance islamique. Elle a bien réussi à être le hub de la finance islamique en termes de, je dirais, capter l'organisme de référence en finance islamique, qui est la WAFI. Par contre, en termes de chiffres et en termes d'actifs, c'est plutôt les Émirats qui est aujourd'hui la plateforme au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, ce hub-là a attiré la majorité des banques européennes pour faire leur activité de finance islamique. Donc je peux citer par exemple BNP Paribas, qui ont une activité via une fenêtre qui s'appelle BNP Paribas Najma. Principalement, l'activité elle est orientée plutôt banque d'investissement, asset management, gestion d'actifs. Qu'est-ce que c'est pour le public non averti? Alors, il s'agit plutôt des activités de gros. Donc, ça va être ou bien structurer des fonds, ou co-structurer des fonds en syndication avec d'autres organismes locaux ou internationaux. C'est beaucoup aussi de conseils en investissement, notamment tout ce qui est syndication, tout ce qui est structuration de sukuk, d'obligations islamiques. Je dirais que la stratégie des groupes français, c'était de présenter leur offre conventionnelle aux différents intervenants de banques islamiques de la place et proposer ce qui constitue la force de ces groupes-là, c'est la qualité de leurs produits, la solidité financière et l'ingénierie. Ils ont pu s'adapter pour que leurs produits soient conformes. Donc ils font affaire à des comités charia ou des comités de conformité islamique, ce qu'on appelle les Sharia Board, que ce soit la Société Générale, la BNP Paribas et autres groupes bancaires. Il n'y a pas que ces deux-là. Ils ont aujourd'hui, Crédit Agricole, pareil, ils ont une grande activité au Moyen-Orient, notamment aux Émirats. Après, il y a ça c'est le hub classique. Et on a pu voir ces dernières 10 années le décollage d'autres régions. Donc, je parle de l'Afrique du Nord. Donc, l'Afrique du Nord a décollé depuis, je dirais, les années 2010, avec l'appui de la réglementation, parce que on va en parler ultérieurement. Le marché de la finance islamique, c'est un marché qui ne peut s'épanouir, se développer que dans un cadre réglementaire dédié. On ne peut pas faire de la finance islamique si on n'a pas un cadre réglementaire et fiscal. Et du coup, l'Afrique du Nord a pu mettre en place une réglementation, la Tunisie, après le Maroc et l'Algérie. Qui sont beaucoup plus récents pour le Maroc et l'Algérie. C'est 2017 et 2019. Exact. Et par contre, aujourd'hui, je dirais que toute l'Afrique du Nord est couverte. Donc, on parle de la Libye, Tunisie, Algérie, Maroc. On a des réglementations bien établies. On a des banques qui sont des banques islamiques qui opèrent. Parmi ces banques-là, il y a celles qui opèrent sans réglementation. Ça fait longtemps. Je parle de la Baraka, par exemple, l'Algérie. Après, on a vu l'Afrique subsaharienne se mettre au sujet, notamment avec la zone EMOA. Donc la zone EMOA a démarré par une réglementation. Ils ont fait un travail très structuré avec une réglementation pour toute la zone EMOA. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a des projets de banques ou de fenêtres de façon très accélérée d'ailleurs, dans des pays comme le Sénégal ou Côte d'Ivoire. On a aussi la zone CEMAC. Je prends l'exemple du Cameroun. Le Cameroun, on a lancé beaucoup de fenêtres islamiques, entre autres. Et ça, c'est, je dirais, côté région proche de nous, mais on va avoir l'Amérique qui se lance aussi en finance islamique. Il y a des projets, mais ils sont plus en mode projet banque islamique hors cadre réglementaire ad hoc. Donc, on a des fintechs qui se sont lancés au Canada, aux États-Unis, toujours en général autour de l'immobilier, le real estate. Donc, pour répondre à un besoin qui est celui... est-ce que c'est celui du financement ou est-ce que c'est celui de l'investissement? Majoritairement, c'est du financement, oui. C'est vraiment le produit d'appel, notamment l'immobilier. Ça, c'est les produits d'appel des Parce que c'est le besoin principal. Exact. D'ailleurs, en France, aussi, ça a été aussi la porte d'entrée. Exact. Pour revenir effectivement au continent européen et la France en particulier, la France, je dirais que c'était parmi les premiers pays à mettre en place un cadre qui soit friendly, qui soit, je dirais,
adéquat, sans pour autant mettre en place une réglementation bancaire. Et notamment, la France a pu traiter le sujet de façon pragmatique parce qu'elle a attaqué le premier sujet bloquant pour la finance islamique, qui est la fiscalité. Et en France, ça date de quand à peu près? Ça date des années 2008, 2009. C'était à peu près au moment de la crise financière, où effectivement l'Occident de façon générale s'est intéressé à la liquidité des banques islamiques qui, en effet, n'étaient pas très impactées par la crise. Donc, je vais en revenir un peu, le lien entre la résilience des banques islamiques et le fait qu'ils sont moins impactés, je dirais pas impactés du tout, mais moins impactés que les banques conventionnelles en termes de choc, notamment spéculatif, au niveau du marché financier international. Le choc spéculatif. Choc spéculatif, c'est un peu la thématique de la crise de 2008. La crise de 2008, c'était une crise de spéculation, de gharar. Les marchés financiers... C'est une incertitude. Le gharar, c'est l'équivalent de... c'est la spéculation. C'est la spéculation. Et alors en finance, bien sûr la spéculation en finance elle n'est pas aussi autorisée, mais on a des produits qui ont un caractère spéculatif important, je dirais, notamment qui étaient liés à la tétrisation des crédits immobiliers aux États-Unis, les fameux CDS, qui ont pris je dirais, de l'envergure. Et ils ont pris aussi de la valeur, ce qui fait que les producteurs de base pour servir ce produit-là, qui sont les agents, je dirais, les courtiers qui vendent les crédits immobiliers pour les banques, ils ont fait de sorte à ce qu'ils ont facilité l'octroi de crédits immobiliers à des clients qui ne sont pas nécessairement éligibles, sans garantie de salaire ou réel, ce qui a fait qu'effectivement cette vague-là a impacté énormément les banques conventionnelles. Juste pour revenir sur le terme titrisation, donc ces crédits ont été octroyés facilement parce que ceux qui octroyaient les crédits revendaient cette dette à d'autres institutions qui les revendaient elles-mêmes et de façon presque infinie jusqu'à ce que tout s'écroule. Effectivement, on a dépassé le cercle de l'économie réelle. Ça, c'est chose qu'en finance islamique, on ne peut pas faire. À la limite, qu'on donne un crédit immobilier, bon, ça reste toujours dans la sphère un peu de ce que font les banques islamiques. Les banques islamiques, on peut avoir aussi des banques islamiques qui peuvent avoir une politique de risque pas très rigoureuse et qu'on peut avoir des provisions qui sont importantes et qui peuvent même impacter la banque. En général, on fait pas, je dirais, les banques centrales ne permettent pas la faillite des banques, donc on va leur obliger d'augmenter leur capital et leurs fonds propres. Par contre, ce qui s'est passé dans la crise 2008, c'est que on a fait quelque chose qu'on ne peut pas faire en finance islamique, c'est qu'on a fait du crédit, de la dette, un actif qui n'est pas un actif tangible pour pouvoir bâtir d'autres produits financiers. Les banques islamiques, notamment au Moyen-Orient, n'avaient pas la capacité, je dirais de façon massive. Il y a parmi elles qui ont, dans leur comité charia, a permis ce genre de choses. Mais en général, les banques islamiques n'ont pas pu tétriser leur portefeuille de crédit parce qu'ils font beaucoup de crédits immobiliers en murabaha. Et la murabaha, on va voir un peu de quoi il s'agit après. Oui, un petit peu de ces termes, actifs tangibles, murabaha. Murabaha qu'on ne peut pas tétriser. C'est même en termes de soukouk, on ne peut pas faire des soukouk murabaha, par exemple. Donc on ne peut pas revendre cette dette pour faire simple. Exactement. Pour revenir sur le marché de la finance islamique en Europe, donc actuellement, il y a deux pays ont réussi à lancer des banques islamiques, full banque islamique. C'est l'Allemagne avec leur banque KTI Bank, qui est une filiale d'une banque turque, mais avec une licence européenne, une licence allemande, qui opère sous une licence de banque commerciale. Donc, ils commercialisent des comptes courants, des comptes d'épargne islamiques. Ils font aussi des financements immobiliers islamiques et crédits à la conso. Bon, l'immobilier, même si on parle de zone euro, c'est on peut difficilement octroyer un crédit immobilier hors Allemagne pour des considérations d'hypothèque, etc. Mais si quelqu'un aujourd'hui est intéressé par les produits islamiques, souhaite par exemple ouvrir un compte d'épargne islamique, il peut l'ouvrir auprès de cette banque-là, via directement la banque ou via un partenaire qui s'appelle Raizen. Raizen, c'est une plateforme, je dirais un marketplace. C'est un marketplace qui offre des produits d'épargne qui sont propriétaires de plusieurs banques.
Donc c'est pas leur produit, c'est une vraiment marketplace où on peut rentrer dans la plateforme et on va voir chaque banque qu'est-ce qu'elle offre pour un placement d'1 an par exemple. Quel est le taux ou le taux de profit équivalent. Et cette banque islamique, elle fait partie aussi de cette plateforme-là. Et c'est une plateforme qui n'est pas que dédiée à la finance islamique. C'est une plateforme généraliste, effectivement, qui offre des produits que des banques européennes. Si on va trouver que des banques européennes, des banques qui ont des licences en Europe. Alors, le deuxième pays, alors c'est plus, en tout cas en termes d'eurozone, c'est plus dans la zone euro, c'est l'Angleterre. Donc l'Angleterre, historiquement, ils ont pu lancer la première banque islamique en zone euro en 2004. C'était la Banque islamique de Grande-Bretagne, qui était une banque de détail. En parallèle, il y a eu le lancement de 3 banques d'investissement, Gatehouse Bank, Bank of London and Middle East, à titre d'exemple, que eux vont aller piocher la liquidité au Moyen-Orient pour l'investir en Angleterre. C'était vraiment des structures entonnoirs où l'idée c'était de véhiculer effectivement la liquidité au Moyen-Orient en Angleterre. La France, aujourd'hui, on n'a pas de banque islamique en France, mais on a au moins une fenêtre islamique. Donc on a une fenêtre islamique qui est la filiale de Sha'bi Bank, qui est une banque conventionnelle, qui a une licence bancaire en France et qui a lancé leur offre Harmonie, elle appelle ça Harmonie, avec un compte courant, un compte d'épargne et des crédits IMO. Par contre, ça reste assez limité parce que, sans rentrer dans la technicité, la capacité d'une banque à octroyer du crédit, elle est limitée. Et elle est limitée par quoi? Elle est limitée par ses fonds propres. Donc, à un moment donné, cette banque-là, elle a fait pas mal de production. Hein. Ils ont fait, je dirais, une certaine activité au démarrage qui était assez restreinte. C'était des crédits à 10 ans en termes de maturité. Après, c'est passé à 15 ans avec un apport assez important de 20 à 30%. Mais ceci dit, bien on a pu avoir une certaine ouverture en termes de clients cibles parce que tout le monde n'est pas capable de payer un crédit immobilier en 10 ans et faire 30% d'apport. La banque, elle reste quand même limitée par ses fonds propres. D'où la nécessité, effectivement, d'avoir des banques islamiques qui ont des... Enfin, c'est un jour, on imagine des banques islamiques en France, il faut qu'il y ait un capital et des fonds propres assez importants, surtout qu'en France, la plupart des études ont montré que le produit d'appel, c'est l'immobilier. Alors, il y a un acteur dont on entend souvent parler en France, c'est 570 Easy. Alors, c'est un courtier. C'est un courtier. C'est-à-dire qu'il ne porte pas de bilan et c'est une institution non bancaire. C'était, je dirais, la première initiative concrète qui a pu implémenter quelque chose dans un cadre qui était favorable depuis 2008-2009, qui est un texte fiscal qui disait quoi? Il disait que l'administration fiscale, elle reconnaît 3 produits bancaires. La murabaha, l'ijara et le soukouk comme instrument financier. Ok, il va falloir qu'on revienne sur ces termes après. Effectivement. Et du coup, pour résumer un peu de quoi il s'agit, le texte il a facilité, je dirais, l'implémentation de ces produits-là parce que ce texte a reconnu ces produits-là comme des produits financiers. Je prends l'exemple de la murabaha. La murabaha, c'est une opération d'achat et de revente. Donc, on achète un bien, la banque achète le bien et le revend au client. Et donc, si on implémente ce produit comme tel, ça voudrait dire qu'en termes de fiscalité, quand la banque achète le bien, il faut payer des taxes. Et quand la banque elle va vendre le bien, il faut l'enregistrement et payer des taxes. Et en plus, il va falloir payer des taxes sur la plus-value parce que la banque elle achète à 100 et elle vend à 150, par exemple. Donc, l'administration fiscale, effectivement, a pu officialiser le fait qu'elle reconnaît la murabaha comme une opération financière et du coup, la fiscalité a été adaptée. Pareil pour les zik et le soukouk, sans rentrer dans le détail. Après, en France, on va avoir plutôt des initiatives très intéressantes en termes d'activité fintech. Alors, la fintech aujourd'hui en France, elle tourne autour des établissements de paiement, plus que bancaires. Par contre, la plupart des acteurs start-up qui ont lancé ces fintechs-là, ils ont comme stratégie, sur de moyen long terme, c'est d'upgrader, d'aller demander la licence pour être une banque. Et pour l'instant, donc, si on les cite, Laymoun, Mizen, Mexpay, etc., ne sont pas des banques. Elles ne sont pas des banques, elles sont des établissements de paiement. Et concrètement parlant, sauf erreur de ma part, aujourd'hui, on n'a pas d'établissement de paiement
islamique qui a pu avoir la licence comme telle. C'est-à-dire que, sauf erreur de ma part, encore une fois, la plupart des modèles aujourd'hui, des acteurs fintech en termes d'établissement de paiement, c'est-à-dire offrir un compte courant et une carte, ce sont des agents d'établissement de paiement. Hein, c'est un peu ce qu'on appelle le payment as a service. C'est un peu le modèle BaaS, Bank as a Service, sauf que c'est payment as a service. Donc on va avoir des acteurs comme Trésor, qui est une filiale de la Société Générale d'ailleurs, qui eux, ils ont la licence en tant qu'établissement de paiement et qui offrent en marque blanche à des acteurs qui vont avoir plutôt un statut d'agent d'établissement de paiement à opérer sous leur propre marque, développer leurs propres produits dans le cadre des produits autorisés par leur licence en utilisant l'infrastructure des établissements de paiement. C'est bien halal, ces comptes de paiement. Alors, moi, à mon échelle, je peux pas effectivement dire si c'est halal ou non, d'autant plus que, actuellement, je suis pas client, donc je ne me suis pas penché sur la question, mais j'espère être client quand même. Moi, je suis client. Donc, je ne sais pas comment ces établissements-là, ils ont pu gérer leur gouvernance charia. Ce qu'on appelle gouvernance charia, c'est le fait, c'est trois questions principalement. C'est qui est le comité chariatique qui a certifié leurs produits au démarrage, qui est le cabinet ou peut-être le même comité qui fait de l'audit. Il faut faire un audit annuel. Il faut avoir un certificat annuel dans le rapport financier de l'établissement pour dire que ce comité-là ou le cabinet externe, il certifie que toute l'activité a été exécutée selon les recommandations et les règles édictées par le comité charia. Et troisième instance, c'est aussi est-ce que ces établissements de paiement, ils ont du contrôle interne chariatique, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont des personnes en interne qui font du contrôle a priori ou a posteriori de façon périodique. C'est un peu l'audit, c'est les contrôles internes. Mais moi, connaissant un peu les fondateurs derrière ces startups, je pense que le travail a été fait de façon correcte. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a déjà, dans le monde francophone et en France, des personnes qui peuvent être considérées comme des scholars. C'est un peu la terminologie internationale du scholar, mais un scholar, c'est quoi? C'est un expert en jurisprudence islamique, notamment orienté vers les banques et finances, parce que la jurisprudence islamique, elle est assez large. Et du coup, je suis assez confiant sur la conformité de ces établissements-là. À titre personnel aussi, pour avoir beaucoup parlé avec eux de ces sujets-là, avec les fondateurs de certains de ces produits-là, effectivement, je suis assez confiant sur la conformité. D'ailleurs, ça nous ramène à un point, c'est que c'est vraiment ce qui fait un peu la différence, ça nous ramène à la question en général de dire c'est quoi la différence entre une banque conventionnelle et une banque islamique. Et justement, c'était la question que j'allais te poser. Effectivement, la différence, c'est le côté charia, le côté conformité. Et c'est pourquoi cette question-là de dire j'offre de la murabaha déjà, ça reste du jargon technique. Par contre, pour l'instant, tu nous as perdu avec ces termes-là. On va revenir sur ces termes. Mais... Ce sont les produits. Oui. Ce sont les produits islamiques. Islamiques. On peut avoir une banque qui lance une murabaha. Mais est-ce que cette banque-là est conforme ou non? Et d'ailleurs, on a eu des expériences en Europe où des institutions, ils ont lancé plutôt des activités d'asset management. Je ne vais pas les nommer parce que ça fait scandale. Mais ce scandale-là, il est lié au fait aussi à un contexte où on parle d'un marché de niche. Là, notre discussion aujourd'hui, c'est, mine de rien, dans le monde francophone au moins, je peux considérer que ce que tu as lancé, ce podcast, c'est des initiatives où on va avoir, je dirais, la première personne sur la lune. Aujourd'hui, dans le monde francophone, je ne parle pas du monde asiatique qui est plutôt anglophone, l'industrie est établie. Par contre, dans le monde francophone, on reste toujours, je dirais, sur les premiers pas de la finance islamique. C'est un marché encore balbutiant. Exact. Et quand on dit premiers pas, comme tout, on apprend et on fait des erreurs. Et donc, du coup, il y a eu des institutions qui sont lancées à faire de la finance islamique, en gestion d'actifs, par exemple, et ils ont fait des erreurs parce que dans la gouvernance charia, ils n'ont pas fait attention à des choses. Après, ils ont vendu des produits qui n'étaient pas conformes. Il s'est avéré pas conforme parce qu'il y a des clients qui ont remis les contrats à des spécialistes, et les spécialistes, ils ont dit bon, ça, c'est pas Qu'est-ce conforme. que c'est? Le problème, c'est que c'est facile à dire, c'est pas conforme, mais l'impact, c'est que si on a lancé un fonds, c'est qu'on ferme le fonds et qu'on rembourse les fonds et qu'on indemnise les gens. Oui, donc il y a un risque de réputation qui est énorme pour les institutions islamiques. Exactement, il y a un risque financier aussi, un risque de perte. Parce que derrière, c'est toute l'image d'une qui est touchée.
c'est tout l'argent qui est investi qui est perdu. Exact. Donc finalement, c'est se tirer une balle dans le pied. Exactement. De pas être... Et même les revenus, je prends une banque conventionnelle, si je parle de la banque de détail, je prends une banque de détail qui fait de la murabaha. Imaginons que pour n'importe quelle raison, ils ont lancé un nouveau produit basé sur la murabaha, un peu complexe, que la fin de l'année, il y a eu un audit externe, et que l'audit externe, il a montré que la banque, pendant une année, 12 mois, ils ont commercialisé un produit qui n'était pas en termes d'exécution conforme aux procédures initiales certifiées par le comité Sharia et les fiches produits initiaux. Ce que dit le comité Sharia, c'est que tout le revenu de la banque pendant une année, il faut le purifier. Purifier, enfin un peu c'est un jargon technique aussi, purifier. Purifier, c'est que c'est pas un produit bancaire. C'est-à-dire la banque, elle ne peut pas considérer les revenus pendant une année sur des produits commercialisés comme islamiques qui sont avérés pas islamiques, pas conformes. Ils ne peuvent pas les comptabiliser comme revenus de la banque. Et donc, ce que les banques font, ils ne vont pas jeter l'argent par la fenêtre, mais ils vont en général le donner à des associations ou des donc là, des c'est organismes. panique à bord, c'est une année blanche. Quoi. Clairement, et en plus... cette banque-là, elle aura du mal à faire de l'islamic banking dans le futur. Alors, si c'est une banque conventionnelle qui a lancé un produit, c'est pas grave parce qu'elle a déjà son portefeuille existant, mais si c'est une banque islamique, elle ferme la porte. Karim, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est concrètement la différence entre la banque islamique et la banque conventionnelle? Alors, tu nous as parlé des comités d'éthique, de conformité, mais qu'est-ce qu'ils vont vérifier? Clairement, comme toute industrie, il faut bien donner des principes. Donc, d'où on parle des 5 principes. On dit que les 5 principes de la finance islamique, qui sont le premier principe le plus connu, c'est l'interdiction de l'intérêt. Deuxième principe, c'est l'interdiction de la spéculation, de gharar. Alors, c'est l'interdiction de la certitude contractuelle. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que l'incertitude et la spéculation, c'est un peu proche, mais ce n'est pas la même chose. Dans toute transaction économique, on va avoir de l'incertitude. Il y a un risque. Il risque de ne pas être payé, il risque de marché, il risque opérationnel. Donc ça, c'est inhérent à tout produit islamique, que ce soit à tout produit bancaire, que ce soit islamique ou pas islamique. Par contre, effectivement, la banque islamique, elle ne va pas pouvoir aller sur du marché, par exemple, des CDS ou marché des dérivés, quand le sous-jacent, effectivement, le sous-jacent n'est pas un actif réel. Donc, on revient sur le troisième principe, c'est la nécessité d'avoir un actif réel. Donc, la finance islamique a la tendance à dire « je finance l'économie réelle ». Et c'est une règle très stricte. C'est-à-dire, on ne peut pas structurer un produit islamique s'il n'y en a pas un actif sous-jacent. Et ça, c'est vraiment, pour moi personnellement, je trouve, c'est un principe fondamental, c'est un principe très important, dont découle tout un système. Ça, c'est à une échelle plutôt micro, à la banque, mais ça a des impacts au niveau macro, qui sont plutôt positifs, de stabilisation de l'économie. Quatrième principe, c'est sectoriel. Donc, c'est tout à fait normal que si la banque elle va récupérer l'argent, on se posera la question d'où vient l'argent. Donc, on ne va pas, comme gestionnaire d'actifs, elle ne va pas récupérer l'argent d'activités illicites ou activités non conformes à la jurisprudence islamique, et en même temps, elle ne peut pas aussi financer des activités qui ne sont pas licites. Et cinquième principe, c'est le partage des pertes et profits. Alors, ce principe-là n'est pas applicable à tous les produits islamiques de financement. Il est applicable côté dépôt. Pourquoi il est applicable côté dépôt? Parce que la singularité de la finance islamique, c'est que si quelqu'un a de l'argent à placer, de façon islamique, où il va s'attendre à avoir une rémunération, le seul moyen de le faire, il n'y a pas d'autre moyen, le seul moyen de le faire, c'est de prendre un risque sur son capital. Il y a des moyens sous Tawarruk, je ne veux pas rentrer là-dessus, mais c'est ça le principe. Donc ici, il y a un partage de pertes et profits. Donc ça, c'est les 5 principes. Et d'ailleurs, effectivement, si on va dérouler un peu les produits, on va trouver que chaque produit islamique, il va contenir au moins un de ces principes-là. Pas tous, mais au moins un de ces principes. Ok, je te propose qu'on fasse un petit jeu de rôle. Ce sera un jeu dans lequel je suis un prospect qui a envie de souscrire à certains produits islamiques. Donc je viens te voir, toi t'es le banquier. Alors, déjà, quel est le premier produit que tu me proposes? Alors, le premier produit que je propose, c'est là où j'ai la marge. La meilleure marge. Si tu appliques l'éthique. Voilà. Si tu appliques l'éthique islamique. Mais bon, je te connais, donc je ne vais pas faire ça.
Les banques islamiques, je dirais que les produits les plus commercialisés dans les banques islamiques. Moi, déjà, j'ai du capital. Peut-être que j'ai envie d'avoir un compte de paiement. Peut-être qu'on peut. Alors, effectivement, déjà, on va reprendre un peu ton exemple. C'est que toi, tu es un prospect et tu viens vers une banque islamique. Alors que la banque islamique va te proposer d'être un client. Déjà, tu n'es qu'un prospect. Donc, pour être un client, il faut ouvrir un compte courant. Alors, pourquoi les comptes courants? Mais ça, c'est valable pour les banques islamiques et les banques conventionnelles. Il faut voir que, je dirais, la profitabilité de la banque ou le profit de la banque, il est structurellement lié à des ressources gratuites. C'est-à-dire que les banques vont tendance à encourager à avoir des comptes courants. Parce que ces comptes courants, les banques, que ce soit islamiques ou conventionnelles, vont l'utiliser pour faire des opérations de financement. Sauf que le profit qui va être généré de cette activité-là, il va être un profit pour la banque, parce que c'est un compte courant. Donc, première chose à faire, c'est effectivement t'équiper d'un compte courant. Maintenant, le compte courant, c'est un point aussi très important. Ce n'est pas un produit de financement, mais c'est un produit de base, le compte courant. Par contre, il a sa spécificité. C'est pourquoi on a vu des fintechs en France qui offrent un compte courant, une carte. Donc, la question que se pose, qu'est-ce que ces fintechs apportent de plus? Ça reste, c'est un compte courant et une carte. Est-ce qu'un compte courant dans une banque conventionnelle est illicite? Il s'avère que si. Alors, un compte courant, et j'explique pourquoi. Un compte courant dans une banque conventionnelle reste illicite pour deux raisons. Première raison, c'est une raison contractuelle. C'est-à-dire que lorsqu'on signe les conventions d'un compte courant, on a bien des termes qui disent que si jamais le contrat passe en position débitrice, si le compte est débiteur, on va payer des agios. Donc, le fait... Je parle toujours selon la WAFI. Je parle, encore une fois, je ne suis pas un scolaire. Donc, selon les normes internationales. Quand un contrat de produit financier, il postule dans un de ses conditions, une condition qui évoque l'intérêt, le contrat devient nul. C'est-à-dire que tout le contrat n'est pas licite. Ça, de point de vue contractuel. Maintenant, il y a un autre enjeu aussi, c'est que la question que se pose, moi, j'ai un compte courant, il est toujours créditeur, donc je passe toujours en position débitrice. Donc cet article-là ne va jamais être activé. Mais pourtant, il faut voir que les banques, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que les banques, ils vont utiliser cet argent-là. Bien sûr, ils vous le garantissent. C'est sous leur propre responsabilité qu'ils utilisent cet argent-là. Mais il faut voir schématiquement et de façon analytique, ce que je dis est vrai, c'est que les banques, ils investissent chaque euro, chaque jour. C'est-à-dire que chaque euro placé dans une banque conventionnelle, il génère dans un euro de compte courant. Chaque euro de compte courant dans une banque conventionnelle, overnight, le jour au jour, il génère un micro-profit, des centimes, à la banque. Donc, ramener ça à 10 milliards, ça fait de l'argent. Donc, le fait de mettre son argent dans une banque conventionnelle, et là, je n'encourage pas les gens à faire que ce soit, je ne fais pas de prosélytisme ici, mais l'idée, c'est que bien savoir comment qualifier chaque produit. Donc, le compte courant, qui est un produit simple, il n'y a pas de financement là-dedans. Pourtant, pour que ce soit licite, il faut deux conditions. Première condition, il faut que le contrat qu'on signe n'évoque pas des conditions d'ajout. Et il faut s'assurer que cette banque-là, elle ne va pas utiliser l'argent de façon non conforme. Parce que la banque, elle peut utiliser une banque conventionnelle à la limite. Elle peut schématiquement dire, moi j'utilise l'argent pour faire du crédit bail, par exemple, qui est proche de l'islamique, mais ce n'est pas non plus islamique. Bon, c'est une activité qui peut être acceptable, pourrait être, mais je ne peux pas le certifier. Mais faire du crédit à taux, par contre, c'est utiliser l'argent de compte courant, mon argent de compte courant pour faire du crédit à taux, ça implique que mon compte courant n'est pas licite. Ce qui fait que les fintechs, les startups en France qui ont lancé des produits compte courant et cartes, ils s'engagent. D'ailleurs, ceux qui sont inscrits, qui sont intéressés par le sujet, ils peuvent regarder dans les conditions générales. C'est qu'ils s'engagent à ce que l'argent, les dépôts des comptes courants ne soient pas utilisés dans des activités qui sont impliquées par l'intérêt. Oui, ce sont des comptes de cantonnement aujourd'hui. Alors donc, ça y est, j'ai souscrit à mon compte courant, c'est bon, moi je suis convaincu. Je commence à facturer, ok. La carte et les souscriptions. Alors à présent, j'ai besoin de me financer. Alors je vais commencer par me financer ma voiture. Qu'est-ce que tu peux me proposer à ce niveau-là? Alors, sans réfléchir, c'est un produit qui s'appelle Murabaha. Alors, la Murabaha, de quoi il s'agit? La Murabaha, dans la terminologie, bon, c'est en arabe, c'est Murabaha. Il y a le sens de ribah, c'est la marge. Le ribah en arabe, c'est l'équivalent en français de la marge. Et donc, en fait, c'est un produit en marge.
Et c'était un produit inspiré d'un autre produit qui n'était pas un produit dont on n'était pas un produit bancaire. Hein. C'est un produit, je dirais, c'était un contrat de vente. Hein. C'était avant que les banques islamiques n'arrivent, il y avait un contrat qui s'appelle contrat Murabaha, contrat de vente Murabaha. Qu'est-ce qu'il postule, ce contrat de vente, hein? Il dit que moi, je suis importateur d'épices d'Inde et je vais être sur le marché d'Arabie et je vais vendre ma marchandise à des détailleurs. Et là, je vais annoncer non seulement le prix de revente, mais aussi le prix de revient. Donc, je vais dire que la tonne m'a coûté tant, mais le coût, hein, c'est le prix initial plus le coût de transport, par exemple, et je marge 10% sur vous. Bon, c'est étonnant, hein. C'est-à-dire que tout est très transparent. Tout est transparent. Pourtant, à ce stade-là, il n'y avait pas de financement. C'est-à-dire que c'est un contrat de vente. La différence entre un contrat de vente Murabaha et un contrat de vente classique, c'est qu'on doit annoncer le prix, le coût de revient et la marge. Et donc, je dirais les économistes et les spécialistes financiers, ils sont inspirés de ce produit-là pour créer ce qu'on appelle un Murabaha avec ordre d'achat. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de dire, je m'adresse à une banque. Moi, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est la réalité. J'aurais bien aimé être banque marchand. Mais c'est interdit pour les banques d'être un marchand de biens parce que t'imagines un peu les conséquences. Hein. C'est la banque qui est marchand de biens, elle va avoir le pouvoir d'argent, de capacité de lever des fonds. Elle va avoir, je dirais, le monopole sur des secteurs. Donc, on interdit aux banques de faire du commerce. Et du coup, ce qu'on va dire, c'est que on va attendre à ce que Yanis vienne pour me demander le financement d'une voiture pour que j'achète la voiture. C'était au moment où Yanis s'est approché de la banque, moi, je n'étais pas propriétaire de la voiture. C'est à la demande de Yanis que moi, ce que je fais dans une première étape, elle est nécessaire, c'est que j'achète la voiture et que j'ai une preuve, une vraie preuve, une facture définitive ou un contrat de propriété de cette voiture. Et quand cette condition-là est remplie, là, je peux revendre cette voiture-là à Yanis avec une marge. D'accord. Donc, cette marge-là, c'est quoi finalement? Si on fait le comparatif avec une banque conventionnelle, la marge déclarée ou annoncée dans ce contrat de Murabaha, c'est équivalent à la somme de tous les intérêts qu'un client conventionnel aurait payé sur la période. Donc, tu vois ici qu'on a aussi cette confusion et les personnes qui sont un peu hésitantes sur le sujet, oui. C'est de se dire la marge, comment on la calcule. Et d'ailleurs, on donne souvent l'équivalent TAEG. Exact. Donc le taux d'intérêt. D'autant plus que ça, c'est réglementaire aussi. Et c'est obligatoire en France de l'afficher. Mais en réalité, c'est juste une opération commerciale. C'est de l'achat-revente à tempérament échelonné. Quoi. Exactement. Et du coup, un des principes, et ça aussi c'est dans les normes AOFI, c'est que le plus important, c'est le côté contractuel. Le côté contractuel doit postuler le prix de revient, la marge, et donc du coup, de facto, le prix de revente va être connu. Par contre, comment on calcule la marge? On laisse libre aux banques de le faire selon les pratiques. Finalement, c'est un contrat où on va avoir deux parties prenantes, la banque et le client. Et d'ailleurs, dans cette relation-là, on va avoir un vendeur-acheteur. Donc, si le client accepte la marge, le contrat est licite. Et d'ailleurs, dans un contrat Murabaha, il est obligatoire de mentionner la marge en montant. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un contrat de Murabaha, la banque a acheté la voiture à 100, elle vous vend une marge de 5%. Ça, c'est pas acceptable. On peut rajouter les 5%, mais il faut absolument... on dit le prix de revient, c'est tant, et la marge, c'est tant. D'accord. Alors, bon, ok, très bien, il y a cette option-là. Est-ce que tu as une autre option à me proposer de financement? Alors, il y a, je dirais pour les particuliers, la Murabaha, c'est vraiment le produit phare. Après, il y a l'Ijara, sauf que l'Ijara, de quoi il s'agit l'Ijara? L'Ijara, c'est le crédit bail. Hein. C'est l'équivalent du leasing, du crédit bail. Okay. C'est un contrat de location financière. Avec le crédit bail conventionnel. C'est un contrat. Alors, je vais expliquer l'Ijara. D'accord. Okay. L'Ijara, comme présenté dans les normes AOFI. Donc, l'Ijara, c'est un contrat selon lequel la banque, elle va être propriétaire d'un bien. Au départ, ou lorsque Yanis vient demander son financement, une fois la banque elle est propriétaire, donc c'est comme la Murabaha. Première étape, il faut qu'on soit propriétaire. Hein. Ça, c'est la première condition. La banque doit être propriétaire du bien à louer. Donc une fois la banque elle est propriétaire du bien, on va signer un contrat maintenant de location. Donc c'est plus un contrat de vente, on ne va rien vendre à Yanis, on va louer à Yanis la voiture. Et comme on a une relation de bailleur-locataire,
et qu'on a la propriété, nous, comme banque, l'idée, c'est que tous les risques afférents à cette propriété-là, nous, banques, on doit en être responsables. Ça, c'est la version islamique du produit. Alors, l'équivalent conventionnel, c'est ce qu'on appelle le crédit bail. Alors, le crédit bail, il a une philosophie différente. Et d'ailleurs, il est réglementé comme produit. Ce qu'il dit finalement, il dit que le crédit bail, c'est un crédit bail. Je parle de financier, le crédit bail financier. Ce qu'il dit, c'est que finalement, bien qu'on a un bailleur, propriétaire d'un bien et on a un locataire, tous les risques liés à la propriété du bien doivent être transférés au locataire. Et on peut imaginer que ça pose un problème du point de vue de la jurisprudence islamique parce qu'il y a une décorrélation entre la propriété et les conséquences de la propriété. En finance islamique, on considère que les terminologies sont juridiques. Je suis propriétaire, tout ce qui est du coup de la propriété, on doit le respecter dans l'instrument financier. Donc typiquement dans un crédit bail islamique, on va avoir une phase de location où tous les risques restent côté banque. Si jamais, par exemple, la voiture elle est en panne, pour des raisons hors mauvaise utilisation, par exemple, nous, bailleurs, on doit faire deux choses. Ou bien arrêter de vous exiger les loyers, ou bien vous remplacer la voiture. C'est ce qu'on fait. Tu ne peux pas me louer une voiture qui ne marche pas. Exactement. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en conventionnel sur le crédit bail opérationnel. Dans le crédit bail opérationnel en conventionnel, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire on garde, le bailleur garde le risque. Mais là, on est en train de parler d'un produit où Yanis a besoin, après paiement de son dernier paiement, la valeur résiduelle dans le cas de l'Ijara, il va être propriétaire. Donc on parle de crédit bail financier ou Ijara Muntahiya Bitamlik. Pour résumer, la différence entre le crédit bail conventionnel et islamique, c'est que dans le crédit bail islamique, on va, nous, banques, respecter notre engagement et toutes les conséquences de la propriété du bien. Ce qui est très favorable pour les clients, mais si tu me poses la question impact sur le pricing, parce qu'effectivement, les banquiers, il a tendance toujours à gagner de l'argent et payer déjà ce qu'il doit, hein, parce que lui, il travaille avec l'argent des gens. Hein, et aussi maximiser ça, c'est shareholder value maximization, hein, c'est une théorie de maximisation de la valeur pour les actionnaires. Donc ça, on reste toujours dans un contexte d'économie mondiale. La finance islamique, malheureusement, l'économie islamique n'a pas décollé. Aujourd'hui, on n'a pas des théories d'économie islamique. Hein. Il y a des débuts de réflexion, mais on reste sur le principe un peu similaire au conventionnel. Mais ça n'empêche pas qu'au niveau contrat, au niveau instrument financier et institution financière, quand même, on est assez distingué et les choses sont bien, je dirais, cadrées. L'Ijara, c'est un produit en France, je ne pourrais pas te commercialiser, Yanis, parce que c'est du crédit bail. Le crédit bail, c'est plutôt pour les entreprises. Donc, pour les entreprises, on va plutôt utiliser le leasing, hein, parce que le leasing aussi a des avantages fiscaux hein, pour l'entreprise. Hein. Et aujourd'hui, ces deux produits-là, la Murabaha et l'Ijara, on a un cadre au moins fiscal hein, qui est très favorable. Et à ma connaissance, même au niveau de la réglementation, en tout cas banque centrale, à ce jour, il n'y a pas eu de friction. Parce qu'on considère qu'à partir du moment où on a une fiscalité que reconnaît un produit comme produit financier, donc la banque centrale, finalement, elle va considérer le produit financier, il hérite de quelle catégorie bancaire et on va considérer que c'est un crédit. Donc c'est un crédit, donc on le traite comme un crédit. Le mot éthique, entre parenthèses, dans les banques islamiques, est plus qu'un slogan. C'est une réalité. Non, c'est une réalité. Respecter la nature, hein, c'est quelque chose un peu dans l'essence de la jurisprudence islamique. Hein. Autant une murabaha, ça peut porter à confusion de dire une murabaha, c'est finalement très proche d'un crédit classique. Bon, bien que quand même il y a une différence majeure entre les deux contrats. Autant sur la partie dépôt, c'est quand même une différence structurelle. Je vous invite à suivre notre chaîne YouTube et notre travail pour accéder à d'autres interviews de ce type-là, avec des intervenants très qualitatifs. Pour l'instant, je pense qu'on peut être très satisfait des intervenants qu'on a eu pour le moment sur la chaîne. Et on vous réserve également de belles surprises. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions en tout genre, à vous abonner, à laisser un j'aime. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux épisodes.